آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir si nous devrions encore continuer à punir à l'école. En effet, il est loin le temps où la punition faisait trembler les écoliers, car les méthodes pédagogiques existantes dans le monde pour faire régner la discipline ne font plus l'unanimité. Avant, les parents semblaient être unanimes sur les méthodes ou les sanctions, mais aujourd'hui, ils sont les premiers à critiquer davantage ces méthodes éducatives venant de la part des enseignants. Comme vous le savez, toujours accompagné de mes fidèles consultants, aujourd'hui, je serai avec Gaël Amour Mihindou, bonjour. Bonjour Monsieur Ahmed, et content d'être cet après-midi ici au plateau du Politiste pour débattre sur une question qui, à mon sens, paraît très utile et pertinente. Elle est très pédagogique. Oui, surtout pédagogique. Avant de revenir vers vous, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Les châtiments corporels constituent une méthode de discipline non seulement inefficace et sans effet bénéfique selon plusieurs revues d'études psychosociales et neurologiques, mais qui pose au contraire un risque important d'effets préjudiciables à court, moyen et long terme pour les enfants. Ces châtiments vont de la mise à genoux au pied au mur, en passant par des pincements d'oreilles, des coups de fouet et de privation de passer à la cantine. Des pratiques révolues dans les établissements primaires du Gabon qui adoptent désormais d'autres méthodes pour réprimer des fautes commises par les élèves. Nous trouvons que ce n'est pas bien. Nous essayons de parler avec les enseignants pour dire lorsqu'il y a un comportement qui se passe où l'enfant perturbe par exemple les cours, prenez l'enfant à côté, essayez de parler avec l'enfant. Les punitions corporelles sont une violence de l'adulte sur un enfant, une humiliation pour ce dernier sans défense. Les psychologues affirment que les personnes qui ont subi des violences tendent à devenir plus tard eux aussi violents. Pour eux, les enfants assimilent mieux quand ils associent les études au plaisir. Un enfant apeuré a donc du mal à se concentrer s'il allie école et violence. Punissez par l'étude, que l'enfant soit puni, mais dans cette punition, l'enfant doit apprendre quelque chose. Ça, c'est très bien. Parce que dans toute punition, il faudrait qu'on retire quelque chose. En dehors de la morale, il faudrait que l'enfant aussi retrouve quelque chose, allant dans le sens de son éducation. Si les avis divergent quant à la manière de punir un élève, tous semblent cependant unanimes sur la nécessité de la discipline dans l'éducation et l'obligation de transmettre des valeurs aux jeunes générations, l'essentiel étant de ne pas transformer l'école en un enfer. Oui, M. Gaël Mihindou, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. Quelle est votre réaction? Bon, la réaction qui se dégage par rapport à l'impression qui m'habite par rapport à l'élément qu'on a diffusé, c'est beaucoup de choses qui ressortent déjà. Premier élément, c'est qu'on a pu observer que dans la punition, dans les écoles du Gabon, c'est des parties des punitions traditionnelles qui consistaient à infliger aux élèves le châtiment corporel, donc les chicottes, la fessée et autres. On a également vu qu'il y a une volonté de mettre de nouvelles méthodes qui visent à punir les enfants. Donc l'entretien individuel, ce que la directrice a dit tout à l'heure, l'entretien individuel, si l'enfant était un peu perturbateur, il était important de pouvoir embrayer une discussion avec l'enfant pour voir pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi. Il y a aussi un autre intervenant qui a mis en avant un aspect qui pour moi me paraît aussi très utile, c'est-à-dire la punition par l'apprentissage. Je me souviens quand on était à l'école, très souvent, lorsqu'on n'avait pas étudié nos leçons, quand on arrivait à la maison, paix à son âme, notre oncle nous faisait des punitions qui n'étaient pas forcément des punitions corporelles. Donc on vous amenait par exemple à lire l'alphabet sans commettre des erreurs, ou à reproduire la table de multiplication de 4, ou de 4, 2, 3,
5. Donc, je vois que ce sont des méthodes qui ont pour le souci de remettre l'enfant dans une ligne qui consiste à être droit au niveau de l'école. Avant aussi, il y avait des enseignants qui donnaient comme punition: j'étudierai mes leçons tous les jours. Il faut recopier cette phrase. Sur 5 ou 100 phrases. 100 fois, 1000 fois. 100 fois. Passer des nuits blanches à les recopier. Oui, mais je pense qu'Amel, c'était très important parce que ce type de méthode a forcément construit des individus, des citoyens que nous sommes aujourd'hui, des citoyens qui, pour moi, restent aujourd'hui des citoyens qui sont responsables, qui ont connu une certaine crainte de son enseignant. Ce n'est plus forcément ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a banni la fessée, on a banni la chicotte. Bon, est-ce que, parce que la vraie question c'est celle-là aussi, Ahmed, est-ce que ça a été bénéfique? C'est la question qu'on peut se poser. J'espère qu'on pourra aborder cette question-là. Donc, Monsieur Mihindou, oui. Alors, vous avez parlé de bannir le respect entre l'enseignant et l'élève. Mais pensez-vous que c'était a fortiori la punition qui permettait à ce que... Non, la punition, il faut comprendre la punition ici comme étant cet acte-là qui va s'inscrire dans le but de ramener l'enfant qui se serait comporté plus ou moins maladroitement. Donc dans le souci de le ramener sur le droit chemin, aussi bien le parent, comme nous sommes dans le cadre de l'enseignement, l'enseignant va instaurer, bien il va mettre en place une dynamique qui va consister à ramener l'enfant sur le droit chemin, comme je le disais. Et ça encore la latitude de pouvoir mettre l'enfant face à sa responsabilité. Parce qu'un enfant qui se comporte mal, vous en tant qu'adulte, puisque l'enseignant est là pour accompagner l'enfant, son rôle va être de dire à l'enfant: voilà le cadre légal dans lequel tu dois évoluer. Si tu ne respectes pas ce cadre légal-là, voilà ce qui t'attend. Et dans ce qu'il attend, dans la punition, parce que c'est là aussi l'intérêt de la punition, une punition doit pouvoir amener l'enfant à prendre conscience de l'acte qu'il a posé. Un acte qui serait peut-être pas bon, mais qui à la fin doit pouvoir ramener l'enfant sur le droit chemin, comme je disais tout à l'heure. Là, vous venez de nous définir un peu littéralement la définition ou la notion de punition. Ouais. Mais est-ce que la punition doit-elle être remise en cause, alors, vu la définition que vous venez de nous donner? Bien, la punition, est-ce qu'elle doit être remise en cause? Pour ma part, je ne peux prendre que des exemples qui m'ont apporté quelque chose de bien. Alors, votre expérience? Oui, mon expérience, peut-être que c'est assez subjectif de pouvoir le dire ainsi, parce que c'est pas représentatif de toutes les opinions. Mais ce que je sais, c'est que... C'est vrai, mais M. Mihindou, vous savez que l'école des années 80... Oui, elle ne correspond plus forcément. Elle ne correspond plus à l'école de maintenant. Donc, à notre époque, alors nous qui sommes des années 80, nous étions dans les établissements primaires, secondaires, et après nous avons opté pour le supérieur, mais la punition que nous avons, les punitions que nous avons subies, que ce soit au primaire ou au secondaire, ouais. Est-ce qu'elles doivent être mises en cause? Bon, je pense que dans celles qui ont été, parce que c'est que la question... Mais surtout, pour compléter, excusez-moi, M. Mihindou, quand on dit être remise en cause, c'est surtout parce que les élèves de maintenant ne sont plus comme ceux d'avant. Vous parlez là de certaines responsabilités, mais nous constatons que bon nombre d'élèves ne sont plus responsables. Oui, bon nombre d'élèves ne sont plus responsables. Maintenant, est-ce que c'est le fait qu'on ait interdit la chicotte à l'école que la punition, est-ce que c'est pour autant que ces élèves ne soient plus forcément responsables comme nous étions? Non, je pense que dans la question que tu venais à peine de poser, la punition qui a un peu révolté, je veux dire, une bonne partie des individus, une bonne partie des générations, je pense que c'est la punition qui consistait à infliger aux élèves le châtiment corporel. Et ça a beaucoup traumatisé beaucoup d'élèves parmi nous n'ont pas supporté. Ça a eu des répercussions extrêmement énormes sur la scolarité de beaucoup qui, à un moment donné, lorsqu'ils se levaient le matin, je dois aller à l'école,
tout de suite, tu te dis, bah, tiens, si je n'arrive pas à trouver le problème que le maître va mettre au tableau, ce qui m'attend, c'est la chicote et tout. Donc, remise en cause, oui. Châtiment corporel, ça, unanimement, beaucoup se sont accordés, même si, je vais vous prendre le cas de ce qui est en train de se produire actuellement en Côte d'Ivoire. Pour avoir suivi les infos ce matin, il y a eu des émeutes qui ont éclaté dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Ces émeutes ont conduit, malheureusement, au décès de 3 élèves. 3 élèves. Bien parce que les enfants estimaient aller en vacances un peu plus tôt. Et là, dans la foulée, le ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire a initié des rencontres avec la société civile, avec les parents d'élèves, pour mettre à la table un peu l'attitude des élèves qu'ils ont aujourd'hui dans les établissements. Pour elle estime qu'il est aujourd'hui, et pour une bonne partie des parents, parce qu'il faut dire que les avis sont partagés. Effectivement. Il y en a qui estiment qu'il faut ramener le châtiment corporel à l'école pour remettre les enfants sur le droit chemin. Il y en a qui également ne sont pas nécessairement partis pour cette approche-là parce qu'ils estiment que la chicote ne ferait que renforcer un peu le caractère un peu radical des élèves. Donc, remise en question... Et pourtant, cette chicote a permis oui. À ce que bon nombre... Oui, mais c'est un peu le dilemme c'est un peu le dilemme de la chicote. C'est-à-dire que vous avez le côté qui va avoir un impact positif sur un certain nombre d'individus et le côté un peu négatif qui va influer sur ceux-là qui sont un peu moins forts peut-être mentalement parce que il faut dire que tout le monde n'est pas forcément doté d'une capacité à supporter ces sévices-là. Ouais, parce que la chicote, je me rappelle bien. Nous tous, nous avons des très mauvais souvenirs. Hein, un maître où tu n'as pas bien fait une bonne dictée, un bon calcul mental, et puis tout de suite, vous étiez enfermé dans la salle de classe, et puis voilà, si vous êtes à 10 ou 30, 40, et il fallait doubler les culottes, au moins 5 culottes. Oui, mais ça, c'est là des alternatives pour essayer un peu de doubler la vigilance de l'enseignant, même si ça ne marchait pas à tous les coups, parce qu'après, il arrivait toujours à s'en apercevoir que, effectivement, si tu ne pleures pas, c'est que tu as forcément des doublons au niveau du corps. Vous voyez, sur ce problème de punition, moi, je me rappelle bien que j'avais un enseignant. Si vous avez des problèmes avec un autre enseignant, eh ben, lui, il venait acheter ce problème. Vous voyez, si vous êtes dans sa salle, vous avez eu des problèmes avec un autre enseignant, eh ben, lui venait dire à son collègue, non, ça va, c'est plein de problèmes pour vous, laissez-moi régler ça avec... l'élève, et il nous faisait des interrogations sur 100. Alors, à chaque fois, il devait retirer des points si vous n'avez pas. Oui. Donc, quand il arrive devant la salle, il est même à 100 mètres, il commence par nous donner une interrogation. Il crie « Interrogation !» Vous courez déjà dans les salles. Oui, mais tu vois que ça, c'est une approche, en fait. C'est une approche qui n'est pas forcément orientée vers le châtiment corporel. C'est une approche. Nous, on avait un qui attendait 11h30. 11h30 parce qu'on sortait à midi. Nous étions en CM1, CM2. Pour vous donner un problème. Il vous flanque un problème. Et c'était sans rancune, quoi. Vous arrivez, vous faites le problème, celui qui trouve, il va en case. Celui qui n'a pas trouvé, alors il passe midi là-bas et puis il repart à la maison à 17h30. Quand tu arrives à la maison, papa te dit, mais tiens, pourquoi tu n'es pas arrivé à midi à la maison? Tu es obligé peut-être parfois de mentir, mais si vous êtes à deux dans la même salle, dans la classe, l'autre va dire non, c'est parce qu'il n'a pas trouvé le problème. Il dit ben voilà, le maître avait raison. Et je vais vous prendre une anecdote. J'ai une anecdote. Même un jour, j'étais au CM1, mon maître de CM1, je pense que j'avais fait une erreur, je n'ai pas bien travaillé en fait. Et là, le type m'a fouetté et je me suis blessé au niveau du bras là. Et là, je dis mais c'est pas possible, même mon papa ne me bat pas comme ça à la maison. Je ne vais pas partir à la maison. J'ai passé midi chez lui, devant sa porte. Je dis non, tu vas aller me soigner aujourd'hui. Et là, le monsieur était vraiment imperturbable, quoi. Imperturbable. J'ai dit, je vais aller appeler mon père. Je vais aller appeler mon père. Je suis allé puisque la gendarmerie n'était pas loin. Pour la petite, mon papa était gendarme. Je vais le voir. Je lui dis, monte, il y a l'enseignant qui m'a bastonné et puis il m'a blessé, voilà. Mais il t'a fouetté, pourquoi? Je dis, non, je n'ai pas bien travaillé. Il dit, bah alors. Tu veux que je fasse quoi? Je vais pas aller auprès de ton enseignant pour aller défendre des gens qui travaillent pas bien à l'école.
Et là, ça m'avait foutu dans une situation, mais pas possible. J'ai dit, mais tiens, je vais vers quelqu'un qui est censé m'aider, mais après, paf, le gars, il m'a dit non, mais je suis reparti. Après, l'enseignant m'a dit, mais tiens, mais il dit non, mais papa, il ne peut pas venir. Et c'est comme ça que c'est terminé. Donc, tu vois qu'à un moment donné, c'est bien. La punition, parfois, ça amène l'individu à se ranger, à prendre conscience. Voilà. Nous assistons de plus en plus à des conflits entre parents et enseignants à propos de la punition. Est-ce qu'il devrait y avoir un conflit entre ces deux-là? En mon sens, tu sais, l'éducation, ce n'est pas une affaire que des enseignants, en fait. Je crois que c'est au cours d'une émission ici, on disait qu'on avait reçu le secrétaire général d'un syndicat là, qui nous avait dit ici qu'il était important que les partenaires sociaux, donc les syndicats, les APE, puissent travailler avec le corps administratif d'un établissement. Et à partir de là, il ne devrait pas avoir de contradiction dans la marche du fonctionnement de l'éducation de nos enfants. Il devait plutôt avoir une forme de collaboration. Mais malheureusement, et c'est ce que je regrette un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que la qualité des parents qu'on a aujourd'hui tranche véritablement avec la qualité des parents que je vous ai décrit en prenant mon exemple. Aujourd'hui, vous avez des parents, et je pense que c'est beaucoup plus cette frange-là, qui est dans cette logique de mettre leurs enfants dans un cocon qui consiste à les épargner de la punition, même quand ils ont gaffé, même quand ils ont posé un acte qui n'honore pas les parents ou la communauté. Et vous allez vous rendre compte, par exemple, quand un enseignant s'est permis parfois même de mettre un enfant à genoux, une fois qu'il va à la maison, il dit cela à ses parents, c'est un parent qui est normalement très bien structuré, qui va prendre la peine de se rendre à l'établissement, parfois avec toute la hargne nécessaire au niveau de sa personne, au niveau de l'établissement, aller menacer et parfois le principal et l'enseignant indiqué. Tu vois que c'est pas normal. Moi, je pense que ça devait être, nous en tant qu'enseignants, et là j'essaie de prendre un peu la veste d'enseignant, nous en tant qu'enseignants, on devait être renforcés par les parents. On ne devait pas rentrer en conflit. Mais malheureusement, il y a des parents qui ne s'inscrivent pas dans cette logique-là. Et pour la petite histoire, il y a une philosophe, une sociologue, je vais dire, Judith Lazare, qui l'a bien démontré dans un de ses articles, qui a essayé de montrer qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la violence exercée au niveau de beaucoup, dans le milieu scolaire, est un peu liée au fait que dans beaucoup d'établissements, on a un peu délaissé cette manière de ramener les enfants au bon comportement. Donc la délinquance, et je ne vous apprends rien en parlant de délinquance juvénile au niveau en milieu scolaire, on voit combien les élèves sont agressés quotidiennement parce qu'ils se sentent permis. Ils sont permis de tout faire. Vous avez des enfants qui arrivent au lycée avec des armes blanches. Des armes blanches qui ne sont pas retirées au niveau de la surveillance et qui, malheureusement, conduit parfois à des décès des élèves. C'est vrai que sur ce point, tout récemment, nous avons regardé dans un établissement de la place où il y a des surveillants qui se mettent... Ce ne sont pas des surveillants pris au compte de l'établissement, mais des bénévoles quand même qui se mettent devant les établissements pour fouiller les sacs de chaque élève, et il y a des choses qu'ils retirent. Bon, maintenant, est-ce que cela va s'étendre sur toute l'étendue du territoire ou cela va se limiter seulement à la sphère de Libreville ou même pas dans les quatre coins du Gabon? Du Gabon, non seulement de Libreville. De Libreville. Oui. Vous voyez. Mais lorsque vous parlez de la délinquance juvénile en milieu scolaire, bon, est-ce que cela n'est pas dû aussi au fait que l'exclusion n'est plus... Voilà, vous soulevez un problème majeur. Vous soulevez un problème majeur. Très pertinent. Je me rappelle bien qu'il y a eu une note ministérielle, donc républicaine, qui interdisait. Je crois que c'est à l'époque du ministre Mundunga, si je ne me trompe pas. Bon. Oui, c'est à son... Oui, bon... c'est regrettable, Ahmed, c'est regrettable. L'exclusion aujourd'hui, dès que les enfants ont compris qu'ils ne pouvaient plus être exclus,
ils étaient permis. Ils se sont tapés un luxe de pouvoir narguer les enseignants, mais tu ne peux pas savoir. Et même de ne plus fournir d'efforts. Voilà, donc, or, à l'époque, l'intérêt de l'exclusion, c'était comme une épée de Damoclès qui pesait sur nos têtes. Vous étiez forcément obligé de bien travailler pour ne pas être exclu en fin d'année, parce que l'exclusion, lorsque votre parent arrivait, il prenait votre bulletin, le premier élément qu'il observait sur votre bulletin, c'était de savoir déjà combien d'heures d'absence que tu as eu. Est-ce que tu as été exclu? Quand ces éléments-là n'étaient pas inquiétants, tout de suite vous étiez déjà épargné déjà de beaucoup de choses. Mais malheureusement aujourd'hui, on est parti peut-être pour... Moi, j'ai jamais compris cette volonté de ne... Peut-être pour, je sais pas, peut-être pour permettre aux enfants d'évoluer, mais évoluer dans quoi? C'est dans l'irresponsabilité, parce qu'il y a des enseignants, par exemple, les élèves qui se sont très mal comportés dans une année scolaire, le retrouvant encore dans la même salle de classe, il y avait cette forme d'impuissance. Il n'a pas bien travaillé avec vous, il revient, et il y en a, comme je disais tout à l'heure, qui ne s'empêchaient pas de narguer les enseignants. Ils disent, oui, mais de toute façon, vous allez mettre 0. Moi, l'année prochaine, on va se revoir. Si éventuellement, c'est vous qui m'étenez en mathématiques, en français ou en histoire-géographie. Tu vois? Donc, l'exclusion, moi, je pense que j'aurais été peut-être un dirigeant dans ce pays, je remettrais l'exclusion sur la table. C'est un élément incitateur au travail. Et la non-exclusion aujourd'hui, nous avons vu, ça a laissé une forme de laxisme. Ça a donné une forme de laxisme. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus forcément ce talent-là de bien travailler pour... Parce que j'estime, bon, si j'ai 15 ans, si j'ai 11 ans, je peux me permettre de redoubler la 6e ou la 5e autant de fois que je voudrais. Mais est-ce que cela n'est pas dû aussi au fait que les parents ont une grande responsabilité, dans la mesure où ce sont les parents qui proposent ou qui autorisent à leurs enfants ce que j'appellerais la prostitution scolaire. Alors aujourd'hui, ils sont dans ton établissement, il a très mal travaillé, il n'a pas de bonnes notes, eh bien, je vais faire établir un bulletin à X endroit et aller solliciter la classe supérieure dans un autre établissement. Mais là aussi, est-ce que ce n'est pas un problème? Bon, c'est un problème énorme c'est un problème assez délicat que tu soulèves, parce que là, ça incite, disons, ça met en évidence la responsabilité des parents, en fait. Effectivement. Et je pense que pour un parent qui est soucieux de l'avenir de son enfant... Même si son enfant était exclu, c'est pas un problème. Oui, il va refaire des bulletins et puis... Voilà, pour un parent qui est soucieux, parce que je crois que quand on a des enfants, quand on est soucieux d'avoir des enfants qui, demain après-demain, aspirent à devenir des hommes, des citoyens responsables pour qu'ils servent à la société gabonaise, ce n'est pas d'encourager les enfants dans le faux. Si l'enfant a échoué, la bonne attitude qui consisterait d'avoir pour un parent, ce serait celle qui opterait à amener l'enfant à reprendre sa salle de classe. Malheureusement, les parents d'aujourd'hui sont portés beaucoup plus à encourager leurs enfants à ne pas redoubler les classes. Ils voient forcément l'échec comme étant un élément qui ralentit l'évolution de l'enfant dans son apprentissage. Or, malheureusement, moi je m'inscris en faux. L'échec aussi peut permettre à l'enfant de prendre conscience que je ne suis peut-être pas forcément prêt pour affronter la classe qui suit. Donc, je suis tenu de bien travailler pour que l'année prochaine, j'accède en année supérieure. Nous avons des conseils. Malheureusement, moi, ce type de parents, je les qualifie de parents irresponsables, parce que c'est pas une très bonne attitude. Bon. Malheureusement, c'est pas tous les parents qui se comportent Voici ainsi, pourquoi nous parlons de certains parents. Voilà, qui ne se livrent pas à ce que vous avez qualifié de prostitution scolaire. Voilà. Enfin, moi, je me rappelle bien, mon papa, à chaque rentrée scolaire, il nous réunissait dans sa chambre et non au salon. Il disait, bon... Ah, c'était assez particulier, hein, oui. Il nous disait, bon, je vous envoie tous à l'école, c'est pour que demain, l'un ne soit pas le fardeau de l'autre, oui. Et que celui qui se fera exclure de l'établissement, alors ça c'est risque et péril, parce que moi je ne paye pas l'école. Ouais, je lave les mains, oui, c'est ça la responsabilité. Bon, Dieu merci que nous avons pris conscience, nous sommes tous... Aujourd'hui, vous êtes un cadre de la société. Ça viendra, Inch'Allah, que Dieu vous entende. Merci. Alors,
Donc, vous voyez un peu qu'aujourd'hui, sur les conséquences de cette prostitution scolaire, nous permet de voir à l'université qu'il y a beaucoup, même d'étudiants, qui n'écrivent pas bien, qui n'arrivent pas à développer des sujets. Oui, mais là, tu évoques encore même un problème, parce que je me souviens, puisque et je tiens à rappeler aux téléspectateurs que toi et moi, vous et moi, je veux dire, nous étions... Nous avons fait nos humanités au département d'histoire, et je ne t'apprends rien. Tu sais qu'à l'université, il y avait une catégorie, il y avait une classification des étudiants. Il y avait ce qu'on appelait des étudiants les étudiants qu'on appelait la béquille, en fait. Ça allait sur la béquille, c'est-à-dire ceux-là qui avaient toujours, ceux-là qui n'étaient pas suffisamment bons, mais qui étaient obligés de s'accrocher, s'appuyer sur les autres pour évoluer. Et malheureusement, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit d'une formation bâclée. Une formation bâclée, et avec tout le comportement que vous avez décrit tout à l'heure, qui fait que lorsqu'on arrive à l'université, où on est dans la loi de la jungle, où celui qui n'a pas été bien formaté, lorsqu'il se retrouve dans ce milieu-là, il est forcément enclin à vouloir faire recours à la tricherie, à la fraude. Voilà. Et c'est l'une des conséquences. Et ça se ressent au niveau des soutenances. Vous voyez, pour avoir assisté à certaines soutenances, mais c'est assez pathétique parce qu'il y en a vraiment qui font pitié. Ouais. Et après, on arrive toujours au dilemme où si je n'ai pas réussi, c'est à cause de papa. Oui, parce que c'est la nature de l'individu. C'est la nature. Malheureusement, la grand-mère au village qui a bloqué. Malheureusement, Ahmed, c'est la nature de l'individu. L'individu a cette capacité, a cet égoïsme de ne jamais accepter que parfois, lorsqu'on est en échec, la première responsabilité vient d'abord à nous, en faisant une analyse de ce qui aura marché, ce qui n'a pas marché. Tout de suite, on a toujours ce réflexe de toujours pointer du doigt à son prochain. Lui aussi, je n'ai pas appris, c'est parce que la grand-mère au village, elle a sûrement pris le truc, elle a bousculé, mon bic, elle avait pris mon bic. De toute façon, une fois, quand je suis allé au village, elle m'a dit, oh non, moi, l'université, il y a la loge là-bas, je ne veux pas que tu ailles là-bas, il ne faut pas aller là-bas, tu vois. Alors que la remise, c'est qu'il n'y a rien qui ne peut dépasser la remise en question, le travail. Vous travaillez, on vous a puni, vous vous mettez au travail pour que la tâche qui suivra, on ne vous mette plus à la punition. Alors, ça devait être dans l'abnégation. Mais justement, je pense que l'élève doit pouvoir être habité d'une volonté et de beaucoup d'abnégation, parce qu'au bout de l'effort, au bout du sacrifice, et c'est ce que je dis à beaucoup de mes cadets, j'ai dit, et je ne comprenais pas parfois certains conseils que mon papa me donnait souvent quand il disait, tiens, mais tu sais, tu seras un jour, tu auras ta famille, un jour tu seras un homme, tu comprendras la responsabilité de la vie et tu comprendras que si tu fais bien tes études, tu vas travailler. Et puis bon, aujourd'hui je comprends, quand tu passes au guichet à la fin du mois, les chicottes qu'on t'a donné quand tu étais au lycée, tu ne penses même plus que tu avais un maître qui te faisait passer les après-midi, bien même les midis en salle de classe, hein, ou bien à l'université. Tu oublies complètement que tu as eu un 1 ou un 2 ou un 0,75, hein, ou un 3,98 en histoire moderne. Hein. Voilà, donc tu vois, donc c'est le travail à mettre sur le travail. Il faut travailler, ce n'est qu'en travaillant qu'on sort de la précarité. Alors, M. Mindou, est-ce que la punition a-t-elle encore une valeur de nos jours, vu tout ce qui se passe dans des établissements ici et là? Oui, bon, on peut être tenté de dévaloriser la punition. Moi, personnellement, je pense qu'elle a encore un sens à mettre. Elle a encore un sens, je pense qu'on doit la remettre. Parce que la punition a ce sens de... Ça et pour embrayer peut-être un élément qu'on va évoquer, ça a une fonction éducative. Ça a une fonction éducative. Et comme je vous le disais au préambule de mon propos, ça a encore une fonction de pouvoir mettre l'enfant face à une forme de responsabilité. De savoir que si je ne suis pas dans une posture qui consiste à satisfaire mes parents ou une tâche qu'on m'a confiée, je suis, par rapport au règlement qui régit le milieu dans lequel je fonctionne, je suis soumis à un certain châtiment. Et en partant de ce fait, je crois que ça a encore cette force-là, de pouvoir remettre l'individu dans le droit chemin, comme je disais préalablement.
Mais alors, est-ce que vous pouvez, en tant qu'enseignant, là j'interpelle l'enseignant, est-ce que vous pouvez un peu nous donner comme ça la fonction de la punition? Je vous disais tout à l'heure que la punition a une fonction éducative. Elle a une fonction instructive. Parce qu'elle met l'enfant face à une certaine responsabilité. Ça va amener l'enfant. Vous regardez un peu. Nous étions tout petits lorsque nous avions posé un acte. Par exemple, il y a un verre que papa a déposé au moment de déposer. Vous venez maladroitement. Vous le cassez. Vous le cassez. Et là, vous avez un type de parent qui, dès qu'il vous regarde, il ne va pas vous taper. Mais il va vous infliger une sanction qui va consister, par exemple, à ramasser tous les débris que vous avez cassés. Vous voyez, sans pour autant amener l'enfant dans une forme de châtiment corporel, l'élément, je veux dire le parent, a pensé opter pour une punition qui est souple, qui met l'enfant face à une responsabilité, celle de comprendre que l'élément qui vient à peine de gâcher là est très utile dans la maison parce que c'est grâce à cet élément que lorsqu'on est à la maison, si j'ai envie de prendre de l'eau, je vais le prendre, je vais mettre de l'eau et je vais boire. Et c'est d'autant plus un élément qui est très important parce qu'on ne l'acquiert pas gratuitement. Derrière ça, il y a un investissement pécuniaire qui est là. Il y en a qui allaient un peu plus loin, qui disaient, bon, on vous a donné par exemple des aliments. Vous n'êtes pas allé au bout de la consommation de ces aliments. Et il y a eu du gaspillage. Pour vous éduquer, les parents ont dit, bon, vous allez passer midi sans pour autant manger. Pourquoi? Parce que derrière cette punition, il y a la nécessité de faire comprendre aux enfants que vous en tant qu'enfant, vous avez la chance d'avoir des parents qui vous donnent à manger midi, matin midi et soir. Ailleurs, il y en a qui crèvent de faim, qui n'ont pas forcément la capacité de pouvoir se nourrir 3 fois dans la journée. Pensez-vous vraiment que cette punition-là, lorsque vous parlez un peu dans le domaine cosmique, donc à la maison, domestique et tout, est-ce que la punition où la maman disait, bon, puisque vous n'avez pas lavé les assiettes, eh ben, vous n'allez pas aussi manger dans les assiettes que moi j'ai lavées, allez chercher vos assiettes. Et d'autres disaient même que allez-y prendre les feuilles de bananier sur lesquelles vous allez manger. Est-ce que de nos jours ça peut encore exister, vu que nous avons des ménagères, bon, pour certaines personnes? Bon oui, les ménagères encore, hein, comme tu dis, Ahmed, c'est aussi l'évolution de la société. Hein. Aujourd'hui, les moyens, peut-être la mutation de la société a fait que, bon, aujourd'hui, vous êtes dans un couple où parfois le père travaille, la mère travaille, et puis bon, les charges sont tellement énormes, on prend les services d'une bonne qui va supplier le travail de madame. Mais je pense que, comme tu dis, il y a des familles des bonnes familles qui procèdent encore à ce type d'éducation qui, à mon sens, me paraît être une éducation fiable, parce que je te disais tout à l'heure que je ne prendrai que des exemples qui, pour moi, m'ont été utiles. Moi, personnellement, ça m'a servi, parce que ça m'a mis face à ma responsabilité, ça m'a conscientisé un peu plus tôt. Et j'exhorte les parents à opter pour de telles punitions sans pour autant recourir à la chicotte ou à la fessée. Parlons de la chicotte, cet élément qui nous a permis un peu d'être dans la droiture. La question qui me vient, est-ce que cet élément est considéré comme une maltraitance? La punition... C'est une question la punition, est-ce que la punition est une maltraitance? Est-ce que ça, c'est une question assez pertinente. Tu vois, notre thème, c'est quoi? C'est doit-on encore punir à l'école? Doit-on encore punir à l'école? Il y en a qui ont, et c'est quelqu'un qui le disait, de la punition à la maltraitance, il n'y a qu'un pas. Est-ce que tu vois? C'est comme lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on fait de l'athlétisme, la course de vitesse, au marathon, on est dans le même domaine.
Donc de la punition à la maltraitance, il n'y a qu'un pas qu'on peut faire. Et très souvent, ça peut rapidement virer à la maltraitance. La maltraitance, c'est quoi? C'est des châtiments qu'on va infliger à un individu de façon répétitive. Et là, il faut dire qu'il y a plusieurs types de maltraitance. On peut avoir des maltraitances physiques, voilà, qui consistent à porter des coups à un enfant qui n'aurait peut-être pas respecté une consigne que les parents lui ont demandé de faire. Et là, le parent va porter des coups qui vont avoir un impact sur son physique. Il va y avoir également de la maltraitance psychologique. Vous allez avoir par exemple des parents, au lieu d'encourager leurs enfants, ils vont se donner à cœur joie dans des propos qui vont avoir une connotation qui s'inscrit dans la dévalorisation de leur enfant. Tu vois? Et ça marque l'individu et ça affaiblit l'enfant dans sa capacité à se construire en tant que bon citoyen, en tant qu'individu en fait. Ben, vous nous avez parlé un peu des fonctions de la punition. Oui. Ben, alors, la question qui me vient, c'est de savoir, mais d'où vient ce discrédit sur cette notion alors? Bon, le discrédit de la punition, il faut dire que c'est depuis un bon nombre d'années. Hein, il y a eu cet élan-là, ce vent-là qui a tendance à discréditer la chicotte, pas la chicotte, la punition en milieu scolaire. Bien parce que pour certains, parce que là encore, il faut toujours dire que les avis sont partagés. Pour certains, ils estiment que la punition, parfois à court terme, n'atteint pas souvent ses objectifs. À court ou à long moyen terme, parce que la punition a cet élan de pouvoir peut-être changer un comportement indésirable qu'on aura observé, bien qu'on aurait observé chez l'enfant. Donc, ça va du principe qu'il y a certains qui estiment que parfois les objectifs qu'on s'assigne dans une punition ne sont pas souvent atteints. Donc, il n'y a pas forcément nécessité de recourir à la punition. Voilà. Et pourtant, on dit aussi qui aime bien châtie bien. Voilà, justement, qui aime bien châtie bien. Et c'est un adage qui est très intéressant parce que vous et nous avons évolué dans ça. Ça n'a pas forcément fait de nous des citoyens qui sont aujourd'hui apeurés dans la société. Ça, bien au contraire, ça fait de nous des citoyens qui, avec nos limites, hein, des citoyens qui sont plus ou moins équilibrés en fait. Ben, aujourd'hui, nous avons plus parlé de la punition individuelle. Ben, que pensez-vous de la punition collective? Vous qui êtes enseignant, là j'interpelle l'enseignant. Oui. Que pensez-vous de la punition collective? Bon, moi, vous me demandez mon avis. Qu'est-ce que je pense moi, oui, en tant qu'enseignant? Bon, pour ma part, je ne suis pas partisan de la punition collective parce que pour moi, je pense que c'est pas... Et pour avoir été victime, hein, parce que nous avons subi pour avoir été victime de punitions collectives, je ne suis pas forcément partisan de ce type de punition. Je vais vous prendre par exemple encore une anecdote. J'étais en classe de 5e, au CES de Mouila, au CES Martin Samba, en classe de 4e. On avait cours de biologie. Le prof est arrivé, il est arrivé avec les livres. Et nous étions au 70 ou 60 comme ça en classe. Il a distribué les livres. On a fait le cours. Bon, l'enseignant, il était ce qu'il était. Hein. Il avait un problème de maîtrise de la classe. Et là, on a fait le cours malgré tout. À la fin, il fallait qu'on restitue les livres à l'enseignant. Malheureusement, à la fin, il y a un livre qui a sauté parce qu'il y a un qui s'était permis de choper le livre et emmener chez lui. Et là, il a dit, non, mais tiens, tout le monde ne part pas. Il a fait appel au proviseur. J'ai puni tout le monde. Et là, le principal n'était pas encore parti. Il nous a conduits dans son bureau. Il nous a mis à genoux dans son bureau. Et c'est allé encore même plus loin parce qu'on nous a retranché des points. Nous étions au 3e trimestre. Ça nous a retranché des points. Et ça a forcément eu... Et nous savons que la 4e n'est pas une classe facile. Ça a forcément eu un impact sur la moyenne des uns et des autres à la fin. Donc pour moi, je ne suis pas forcément partisan de la punition collective. Et là encore, au-delà de ça, au-delà du fait que ça puisse avoir, lorsqu'on retranche par exemple des points, mais ça peut encore créer entre l'élève et l'enseignant une forme de conflit. Parce que pour moi, un enfant, par exemple, qui aura fait du désordre dans une rangée et que l'enseignant, par exemple, désigne, tiens, au fond, à la dernière rangée, tous ceux qui sont dans les derniers tables-bancs là, allez,
je vous punis, alors que moi je ne me reconnais pas dans la punition. Mais vous reconnaissez quand même que vous ça êtes... va créer une forme de conflit entre l'enseignant et Effectivement, mais l'enseignant. puisque vous êtes, quand je dis vous, j'ai pas de... Les élèves sont toujours unanimes, solidaires. Voilà, mais puisque vous faites... Mais vous en pâtissez, vous tous. De solidarité. Alors donc... Solidarité des pères, en fait. Ouais, voilà. De la communauté. Est-ce que la punition collective, là, n'a pas lieu d'être? Bon, je ne bats pas en brèche totalement, hein, qu'elle ne soit pas efficace. Hein. Il y en a qui... J'ai des collègues qui font recours à la punition collective, mais quand vous avez demandé mon avis, moi je vous donne le mien en fait. Oui, mais maintenant je vous dis, vous êtes dans une salle et que... Oui, il y en a, c'est vrai. Ça, c'est ses avantages. Ça, c'est ses avantages. Ça, déjà, un avantage de remettre tout le monde au pas. De remettre tout le monde au pas. Que si tout le monde, s'il y a des malins qui se permettraient de toujours soutenir, même les plus désordonnés, dans la classe, voilà le châtiment auquel ils sont réservés s'ils ne déclaraient pas l'élément perturbateur dans une salle de classe. Et vous savez tous, cet adage des militaires qui dit que lorsqu'un militaire est isolé, il est considéré comme mort. Et lorsqu'il faut qu'il soit dans la troupe. Il a encore toutes ses forces. Donc c'est à peu près ce que fait ses élèves. Seul, il ne peut pas, alors il est obligé d'avoir l'assentiment de... Oui, ça peut se comprendre. Hein. Comme amis. Tu disais tout à l'heure, ça peut se comprendre, parce qu'ils sont dans une forme de solidarité. Mais c'est la même chose qui s'est produite très souvent avec les enseignants. Hein. Lorsqu'un enseignant est accusé, bon, il y a la solidarité corporative qui est là. Il y a la preuve, que quand nous étions élèves, lorsque vous aviez un conflit avec un enseignant, c'était parfois peine perdue de pouvoir le gagner, parce que lorsque vous allez à la direction, on avait toujours tendance à dire, bon, tiens, mais tu ne vas pas gagner puisque ça, l'enseignant a toujours raison. Est-ce que tu vois? C'était la politique. Malheureusement, pour emprunter l'expression qu'on a chez les Blancs, c'est pas comme ça. Tiens, par exemple, en France, il y a une circulaire, la circulaire de 2011, elle interdit la punition collective au sein des lycées et collèges. Pensez-vous que les perturbateurs des cours doivent-ils être toujours punis ou bien on doit les encourager? Non, moi d'emblée, pour un élève qui est perturbateur, il n'a pas sa place dans l'établissement et dans la salle de classe, parce que ça empiète sur le bon apprentissage de cela. Et il y a encore même une particularité qui s'est développée tous ces derniers temps. Mais je ne sais pas si tu as fait cette observation. Tu sais, les enfants arrivent un peu plus jeunes au lycée. Hein? Au lycée aujourd'hui, tu vas trouver des élèves qui ont entre 9 ans et 11 ans. Ce qui n'était pas forcément le cas quand nous on est arrivés. En sixième, moi je me souviens quand je suis arrivé en sixième, j'avais 13 ans et demi. Mais il y avait quand même des gars de 18 ans, 20 ans quand même. Hein? C'était en sixième. Effectivement. Voilà, donc quand tu arrives, tu te dis, mais attends, tu es en troisième ou tu es en... Et tu t'es tenu de bien te comporter, parce que si tu faisais une gaffe, paf, c'était la taloche qui suivait. Or, aujourd'hui, laisser ces enfants qui ne connaissent absolument encore rien de la vie. C'est un enfant de 9 ans, 6e, 10 ans, tu vois sa tenue, quand il arrive le matin, mais revois-le à 17h, tu te dis, bah, lui, il était dans une cour où il était... Donc, tu vois, et il se retrouve avec quelqu'un qui a 15 ans, 17 ans. Non, mais il va même prendre les petits enfants qu'on donne à l'enfant, là. Il va dire, non, mais tiens, donne. Parce qu'il y en a qui se comportent comme ça. Effectivement. Donc, il faut les exclure. C'est ça qu'on parlait tout de suite de l'exclusion. Il faut que tu es perturbateur, allez, tu dégages. Ça, tu vois. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Voilà. Votre mot de la fin, M. Mindo? Non, mais moi, mon mot de la fin, c'est quoi? Je vais interpeller les autorités. Aujourd'hui, on est dans une société qui, de plus en plus, dans une forme de déliquescence, où les valeurs ne sont plus forcément celles que nous avons connues, les valeurs qui faisaient de nous... qui ont fait de nous des citoyens aujourd'hui plus ou moins bien éduqués. Je pense qu'il est nécessaire de pouvoir amener la discipline à l'école. Discipline à l'école, dans tout premier degré, second degré, et même dans nos universités où la délinquance est érigée en mode de fonctionnement. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement au terme. Nous sommes arrivés au terme de notre mission. Chers parents, nous disons déjà qu'au lieu de regarder Novelas chaque soir avec les enfants, les parents, et
deux fois, c'est papa qui fait le compte-rendu de la série aux enfants. Non, essayez d'être un peu très vigilant sur le comportement de vos enfants et sur les punitions, que ce soit au niveau scolaire, sur le rendu scolaire, mais aussi le rendu à travers les services ou les besoins dont vous avez, vous soumettez vos enfants, donc les petits services de maison, la vaisselle, le salon, ainsi de suite. Essayez vraiment d'être très vigilant parce que ce sont eux qui vont nous diriger demain. Et si aujourd'hui, nous acceptons tous d'eux et que ce sont eux qui commencent par nous commander, nous aurons perdu toute notre place. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous souhaitons comme ça un bon week-end et excellent début de semaine. Inch'Allah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.